Bien, mes chers amis, donc on a fait ce matin une matinée assez dense. Nous allons maintenant essayer de réfléchir un peu à ce qu'est fondamentalement la démocratie et notamment ce qu'est dans la démocratie le droit, ce qui est la règle, comment on vit ensemble, comment on structure un vivre ensemble, comment on construit des règles partagées de manière à ce que la vie en société soit possible et durable. Et surtout, de faire en sorte, n'oublions jamais que la politique a été inventée pour apaiser la violence, pour éviter que les gens se battent. Et on crée un certain nombre de règles pour permettre aux uns et aux autres de vivre ensemble. Et donc, quel est le contenu essentiel de la démocratie? Probablement, en tout cas, c'est mon avis, le trésor de la démocratie, c'est fondamentalement le droit. Et qui mieux que Éric Dupond-Moretti pouvait être celui qui nous parle du droit et qui puisse nous dire ses convictions sur ce qu'est la démocratie et ce qu'est l'état de droit, trésor de la démocratie. Évidemment, Dupond-Moretti et Dupond-Moretti. Donc peut-être que dans son intervention, il va répondre à quelques interventions qu'il a entendues de ci, de là. Mais vous savez que l'invité, lui donner la parole, c'est donner la parole à l'expression de la liberté. Alors, monsieur le garde des Sceaux, mon cher maître, veuillez bien venir au pupitre ici. Je tiens à vous dire qu'avant que vous preniez la parole, j'ai beaucoup de respect pour vous et que vous êtes complètement libre de vos propos, mais on attend beaucoup de votre réflexion pour nourrir ce qu'est la conscience de la démocratie chez les démocrates. Merci à vous d'être avec nous. Monsieur le Premier ministre, messieurs les ministres, messieurs les préfets, mesdames et messieurs les ambassadeurs, mesdames et messieurs, prisons vos grades et qualités, mesdames et messieurs, il y a presque une dizaine d'années, j'ai accepté, j'étais avocat à l'époque, de défendre le mal en la personne d'Abdelkader Merah, le frère de Mohamed Merah qui avait été tué à Toulouse. Je ne l'ai pas fait parce que je me sentais des accointances avec l'islamisme radical, pas davantage par bravade ou provocation. Je l'ai fait parce que c'était pour l'avocat que j'étais l'occasion peut-être unique de réaffirmer que la différence entre la civilisation et la barbarie, c'est la règle de droit. L'idée, c'est que si l'on juge cet homme comme les siens auraient jugé des otages, alors le terrorisme aurait gagné. Et il n'était pas question que le terrorisme gagne. Il était donc indispensable qu'il ait un procès équitable et qu'il soit défendu. L'état de droit, et si nous commencions par là, c'est difficile à définir. Auprès des jeunes, c'est encore plus difficile à définir. Je veux rappeler, c'est un des désastres de notre époque que 20% des jeunes considèrent que la Terre est plate. Et ça n'est ni Hanouna ni la presse de M. Bolloré qui ont envie d'expliquer ce qu'est l'état de droit. Car l'état de droit aujourd'hui, pour certains extrémistes de droite, c'est en réalité l'entrave, et nous y reviendrons dans un instant, l'entrave absolue. Alors, l'état de droit, ça se distingue du droit, parce que le droit, on peut le changer. Si le législateur décide demain que le vol ne doit plus être puni de seulement, et mettons l'adverbe entre guillemets, 3 ans d'emprisonnement, mais qu'il doit être puni de 5 ans, on change le droit, mais pour autant, on ne peut pas changer l'état de droit. Et vous comprenez déjà la nuance, elle est essentielle. L'état de droit, au fond, si l'on devait le résumer, c'est un ensemble de règles
garantissant que nous ne serons pas soumis à l'arbitraire. Dire que demain le vol va passer de 3 à 5 ans, c'est du droit. Mais dire que le voleur devra désormais rapporter la preuve de son innocence, là, c'est toucher à l'état de droit. Et il y a un certain nombre de règles qui sont intangibles dans l'état de droit, en tous les cas qui devraient l'être. La présomption d'innocence, la charge de la preuve, la présomption d'innocence, la charge de la preuve, mais encore, par exemple, l'égalité entre les citoyens, ou un certain nombre de règles procédurales qui sont inchangées et qui nous interdisent d'aller vers l'arbitraire. Nous avons aujourd'hui un de nos jeunes compatriotes en Iran qui ne sait toujours pas ce qu'on lui reproche. L'état de droit, c'est poursuivre quelqu'un, bien sûr, dans le cadre d'un procès équitable à venir, mais avec un certain nombre de charges et à propos d'infractions qui existent déjà. On ne poursuit chez nous que des gens qui ont commis des infractions déterminées par la loi. C'est ça l'état de droit. Et c'est aussi, évidemment, la séparation des pouvoirs. Pouvoir exécutif, pouvoir législatif, et non pas pouvoir judiciaire, mais autorité judiciaire. Alors, demander que le Conseil constitutionnel ne devienne plus, comment il a dit, M. Retailleau tout à l'heure, un pouvoir qui entrave le pouvoir, c'est à mes yeux une hérésie et je vais m'arrêter un instant là-dessus. Quelle est la logique qui conduit Bruno Retailleau à dire ce qu'il a dit? Et pour vous montrer que je ne suis pas partisan, je dirai un mot sur la loi sur les mineurs que portait Gabriel Attal ou la loi Duplon, puisque là aussi on a entendu sur le Conseil constitutionnel des choses qui sont à mes yeux des hérésies. Bruno Retailleau propose que dans notre droit positif désormais, un homme, une femme, puisse être retenu, rétention administrative, 210 jours. Comme les terroristes, ça c'est déjà dans notre droit positif. Sauf que il envisage cette mesure pour des infractions qui sont des infractions mineures. Le seul critère, c'est qu'elles permettent une possible expulsion. Le vol simple, par exemple. Et on va se retrouver dans des situations abracadabrantesques, pour reprendre une expression et un verbe bien connus. Vous aurez des gens qui auront été condamnés à 1 mois ferme pour un vol simple et qui pourront rester en rétention administrative pendant 7 mois. Et tout ça, non pas sous le contrôle judiciaire, car la justice n'intervient plus, mais sous le contrôle de l'administration. Mais quand on propose ça au Conseil constitutionnel, pardon de vous le dire, il ne faut pas s'étonner que le Conseil constitutionnel fasse son métier. Alors comment on récupère le coup d'un point de vue politique? On dit, mais moi, vous voyez bien que j'ai voulu vous mettre à l'abri de gens potentiellement dangereux, sans d'ailleurs que ce critère soit bien défini dans le texte. Eh bien, c'est qui n'a pas voulu? Qui est-ce qui m'entrave? Qui est-ce qui me gêne dans ma volonté de vous protéger? C'est le Conseil constitutionnel. À bas le Conseil constitutionnel. Voilà ce que l'on vous offre comme raisonnement. Gabriel Attal propose un texte dont il sait qu'il est anticonstitutionnel. Évidemment, le texte est voté parce que tout ça, ça flatte quand même un peu l'opinion publique. Ça s'appelle du populisme. Moi, je dis qu'il est hérétique de vouloir juger un mineur comme un adulte. Je vais vous donner une raison, une seule, pas 10, pas 20, une. Un gamin de 16 ans n'a pas le cerveau fini, d'un point de vue neurologique. On peut multiplier les autres exemples. Allez, un autre. Aujourd'hui, l'accès à la pornographie, c'est 11 ans. Les vidéos violentes en ligne, c'est 10-11 ans. La consommation de cannabis, c'est un taux qui est 10 fois supérieur à ce qu'il était en 1968, avec des études scientifiques qui viennent objectiver que les gamins peuvent devenir schizophrènes. Et c'est un nombre de suicides dans la jeunesse qui est épouvantable. Et on ne peut pas décorréler, ce phénomène de suicide au phénomène de la délinquance des mineurs. Donc quand on propose un texte pour dire qu'il faut désormais qu'on juge les enfants, les gamins, comme on juge des adultes, que l'on ne s'étonne pas que le Conseil constitutionnel dise ce qu'il a dit. Et il a d'ailleurs marié 2 mots qui n'étaient plus associés depuis des lustres, le mot enfance et le mot délinquance. Dernier exemple, la loi Duplon.
Le Conseil constitutionnel a dit ce qu'il avait à dire. Je ne connais pas le sujet et je ne veux pas m'y attarder. En revanche, Laurent Wauquiez dit, juste après que la décision ait été rendue, c'est une espèce d'ignominie, c'est une ingérence du Conseil constitutionnel. Pardon, mais si le Conseil constitutionnel a pu faire ce qu'il a fait, c'est grâce à la charte environnementale que vous connaissez, Monsieur le Premier ministre, mieux que personne, et qui a été votée par qui? Notamment par un dénommé Laurent Wauquiez. C'est quand même extraordinaire. Il a voté un texte qui permet au Conseil constitutionnel de faire ce qu'il a fait, mais comme ensuite, il faut, et c'est toujours la même démarche, dire que le Conseil constitutionnel est une entrave à ce que le politique a envisagé de faire, eh bien le Conseil constitutionnel est dans l'ingérence. Ben non, c'est pas vrai. Et personne ne le rectifie, ça. Parce que nous avons, moi je le dis, dans cette démocratie que j'aime passionnément, que nous aimons, que nous voulons sauvegarder, nous avons une presse qui n'est pas toujours au rendez-vous, et au rendez-vous de l'explication, et qui disait tout à l'heure, je pense que c'est Jean-François Copé, il avait raison, qu'il fallait que l'on explique, que l'on soit davantage pédagogue, que l'on prenne le temps de s'arrêter, d'expliquer ce que nous faisons, comment nous le faisons. Mais la difficulté aussi, c'est qu'un clou chasse l'autre, qu'on est dans l'immédiateté médiatique. Ce qui intéresse aujourd'hui la presse, moi je le sais, je l'ai vécu et mal vécu comme ministre, c'est pas ce que vous faites de bien, ça n'intéresse personne, ça. C'est ce qui est sujet à discussion et à polémique, ce que dans la presse on appelle le putaclic. Alors, on va dire les choses avec nuance parce qu'il faut les nuancer. Toute la presse n'est pas à mettre évidemment sur le même plan. Mais convenons que parfois, on a beaucoup de mal à faire vivre le débat démocratique. Autre chose là sur cet état de droit. En matière judiciaire ou administrative d'ailleurs, la justice devrait avoir pour effet de pacifier les choses. En matière pénale, la justice, c'est la confiscation du droit à la vengeance qui appartenait autrefois à la victime au profit d'une institution étatique qui est censée pacifier les choses. En matière civile, quand la justice a définitivement tranché, elle dit que le cerisier qui est planté ici appartient à un tel, ne peut pas être abattu et que le voisin a tort. Et une fois que tous les recours ont été épuisés, il faut prendre acte des décisions rendues. Ça s'appelle l'autorité de la chose jugée. Et à un moment, eh bien, il faut dire qu'un tel a été innocenté et il est donc innocent d'un point de vue sociétal en tous les cas, ou un tel a été condamné et il est donc condamné. Et à un moment, il faut fermer le banc et ça s'arrête. Parce que sinon, on n'est jamais dans la pacification. Et l'institution judiciaire est à côté de la plaque, si j'ose dire, parce que ce qu'elle a rendu comme décision, personne ne le respecte. Vous avez déjà compris où je veux en venir. Madame Le Pen est condamnée. Ah, là, c'est toute la justice de notre pays qui va être mise en cause. Toute. On va même aller jusqu'à s'arrêter sur la personnalité de la présidente du tribunal correctionnel qui a prononcé la condamnation, au motif que cette femme aurait confié un jour qu'elle avait été inspirée dans sa démarche personnelle par Madame Eva Joly. Enfin, c'est monstrueux, c'est scandaleux. Ça veut dire que demain, toutes les décisions de justice pourront être contestées de cette façon-là. Mais moi, je veux rappeler que le président de la République, ou que celle qui aspire à de telles fonctions, doit se souvenir qu'en réalité, le président de la République est le garant de l'indépendance de la magistrature. Et je veux en dire un mot. Quand on est garde des Sceaux, on n'en est pas moins un citoyen comme un autre. Et parfois, il y a un certain nombre de décisions qui choquent. Évidemment. Je veux en citer une. Des types rentrent dans une mairie et volent le portrait du président de la République. Bon, déjà... Et là, il se trouve des magistrats pour dire que les voleurs doivent être acquittés au motif qu'ils seraient dans un état de nécessité. L'état de nécessité, vous savez ce que c'est? C'est la mère de famille qui vole des denrées alimentaires pour nourrir son enfant
parce qu'elle n'a pas les moyens de le faire. Et là, quand vous voyez cette décision, que vous la lisez dans votre fauteuil de ministre, vous faites des bonds comme ça. Mais, vous ne pouvez pas intervenir. Et pourquoi, me direz-vous? Parce que si vous intervenez, si l'exécutif met la main sur le judiciaire, alors, subrepticement, nous allons d'un système qui protège la séparation des pouvoirs vers un système qui ne le protège plus. Et c'est ce que les Hongrois ont fait. Regardez d'ailleurs avec qui les Hongrois sont amis, enfin les dirigeants hongrois. Moi, j'ai reçu à la chancellerie des magistrats hongrois qui m'ont dit à quel point l'exécutif, aujourd'hui, avait la main sur leurs décisions. Alors oui, l'indépendance de la justice a parfois pour corollaire des décisions qui sont incompréhensibles pour tout un chacun, c'est vrai. Mais pour autant, attention. Attention à ne pas dire que dans telle ou telle situation, je l'ai entendu récemment, les décisions n'étaient pas à la hauteur des enjeux. Non, c'est interdit, ça. Surtout quand on est un représentant politique. C'est interdit de dire ça, parce que ça porte atteinte à l'indépendance de la magistrature. Et la seule façon de contester une décision de justice, c'est d'épuiser les voies de recours, pardon de le dire. Il y a un appel, il y a une possibilité, bien sûr, de saisir ensuite la Cour de cassation pour un ultime recours, qui n'est qu'un recours, vous le savez, en droit et non plus en fait. Mais voilà ce que l'on peut se contenter de faire. Moi, j'ai été interpellé des dizaines de fois à l'Assemblée nationale. Mais qu'est-ce que vous avez à dire de la condamnation d'un tel? Ben rien. Rien, le garde des Sceaux ne peut pas faire de commentaires. Et dans les courriers que j'ai reçus de parlementaires, on me disait souvent que la boulangère du Schmoll avait été injustement condamnée. Moi, je répondais que je ne pouvais rien faire, ce qui permettait peut-être à l'élu de montrer à la boulangère du Schmoll qu'il avait fait quelque chose, mais de totalement inutile. Voilà où nous en sommes. Donc, la protection de notre indépendance judiciaire, c'est absolument essentiel. Et on est en train de jouer avec ces règles. Pourquoi ? Parce qu'on a mis dans l'esprit de certains que la justice était laxiste. À partir du moment où elle est laxiste, elle génère, disent cela, de la délinquance. Et la seule façon, naturellement, d'éradiquer la délinquance, c'est que la justice ne soit plus laxiste et qu'on mette la main dessus. Or, il s'avère qu'en matière correctionnelle, comme en matière criminelle, et en matière criminelle d'ailleurs, c'est les Français qui rendent la justice, c'est la cour d'assises, c'est la souveraineté populaire. En matière correctionnelle comme en matière criminelle, les décisions n'ont jamais été aussi sévères et les prisons sont archi pleines. Il faut qu'on arrête de nous raconter ça. Mais au fond, vous avez bien compris, nous, les populistes, quand nous arriverons au pouvoir, le Conseil constitutionnel, on va le mettre au pas. Le Conseil d'État qui nous entrave aussi, on va le mettre au pas. Les juges, ils vont arrêter de faire n'importe quoi maintenant. Et ils vont entendre ce que dit la police dans son expression syndicale, à savoir que oui, le problème de la police, c'est la justice, et qu'il n'est plus possible qu'un type entre dans le palais de justice à 14h et qu'il en sorte à 16h. Mais pardon de vous dire que s'il rentre à 14h et qu'il en sort à 16h, il y a quelques raisons quand même. Et on appelle ça aussi la personnalisation de la peine. Et qu'un garde des Sceaux vienne dire, comme nous l'avons entendu récemment, que telle décision n'est pas à la hauteur, ça n'est pas possible à mes yeux. Donc on est là dans quelque chose de l'ordre de la dérive. Et je vais vous dire, pour terminer, une chose toute simple. Les petits abandons entraînent les grands. Et sur ces questions principielles, il faut être extraordinairement vigilant. Une certaine presse a aujourd'hui pour tendance de n'envisager la justice que sous l'angle du fait divers. Il y a 1000 crimes par an, grosso modo, un peu plus parfois certaines années, parfois un peu moins. Vous avez donc matière tous les jours à ce que l'on vous dise « mais un crime a été commis ». Et on vous le dit non pas une fois, mais 50 fois, de 6h du matin à 6h du matin. Et que vous le vouliez ou non, 50 crimes déclinés dans la journée, ça finit par faire dans vos têtes 50 crimes. D'où un sentiment d'insécurité et naturellement, préalablement, une insécurité que vivent nos compatriotes qui ont à connaître de la délinquance
que vivent les familles qui sont humiliées parce que peut être une infraction qu'elles ont à subir. Donc, vous voyez, il faut être nuancé, il faut être attentif. La grande difficulté, mais d'autres que moi l'ont dit, et bien mieux que moi, c'est que la nuance n'est plus au rendez-vous de notre réflexion. On est aujourd'hui dans quelque chose qui est manichéen, le bien d'un côté, le mal de l'autre. Au milieu, on ne réfléchit plus. Et en matière de justice, le compassionnel a pris toute la place, absolument toute la place. Voilà ce que, en quelques mots, trop long sans doute, j'ai pas bien regardé, je voulais, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, vous dire cet après-midi. Merci beaucoup, Monsieur le Garde. Je crois que ce que nous venons d'entendre est très important. C'est que dans la démocratie, on n'oublie pas que le droit et les institutions qui vont avec le droit sont à respecter. Car si nous-mêmes, les démocrates, nous ne respectons pas ceci, il n'y a aucun risque que des règles puissent gérer notre vivre ensemble. Il n'y a pas de vivre ensemble sans règles. Il n'y a pas de vivre ensemble sans que nous ayons droit et des institutions pour vérifier. Donc, on a des possibilités de correction, vous le disiez, avec les changements de loi, on a des corrections, on peut adapter les choses. Quand il y a une discussion, on peut contester une loi votée en proposant une proposition de loi différente, mais on se doit de respecter nos institutions. Et au fond, tout ce que dit aujourd'hui le ministre est vraiment pour nous très important pour voir qu'est-ce que la démocratie. Et au fond, on voit bien que pendant très longtemps, la démocratie a été la prospérité, mais aujourd'hui, on voit que des régimes autoritaires sont capables de prospérité et que des régimes démocratiques sont embourbés dans l'improspérité. Et auquel cas, on voit bien que ce qui caractérise la démocratie, c'est autre chose. C'est cet état de droit qui fait qu'on a des règles de vivre ensemble qui protègent les individus, qui protègent les personnes. Et au fond, cette logique de protection, on l'oublie complètement parce qu'en effet, il peut y avoir des erreurs, il peut y avoir, puisque tout ça est humain, il peut y avoir des imperfections, mais je pense que ce message de dignité que défendait tout à l'heure l'évêque de Nanterre est reporté ici par le respect de la personne, par le droit qui la protège. Je crois que là, on est au cœur même de ce qu'est l'essentiel de la démocratie. Alors, merci beaucoup, Monsieur le garde des Sceaux, de ce message très important que vous avez délivré pour nous qui cherchons à voir ce qu'est le contenu de notre vision politique. Et je vous propose maintenant, et avant que le garde nous quitte, qu'il puisse voir aussi le message que le président de la République a souhaité nous adresser sur cela. Il est aujourd'hui à Toulon avec un conseil franco-allemand, mais ce matin, entre deux réunions, il a tenu à pouvoir nous envoyer un message pour notre 20e anniversaire. Alors regardons le message du président sur l'exigence démocratique.